N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avance et bon visionnage. The most famous Cold War was fought for 40 years between the United States and Soviet Union. Looking forward to the day when their flag would fly over the entire world. Si je vous dis guerre froide, vous allez sûrement penser à la guerre froide qui avait opposé l'Union soviétique aux Américains et qui s'était finalement soldée en 1991 avec la chute du géant russe. Mais ce que peu de gens ignorent, c'est qu'au Moyen-Orient, on assiste à une guerre froide qui divise et fragmente la région depuis 1979 et jusqu'à aujourd'hui. Une guerre où les deux acteurs majeurs, l'Arabie Saoudite et l'Iran, demeurent respectivement sous l'emprise des deux géants de la guerre froide d'il y a jadis, les États-Unis ainsi que la Russie. Trois guerres dévastatrices en Syrie, Irak ainsi qu'au Yémen, qui ont semé la panique, la famine et le chaos. Trois groupes terroristes, Daesh, Al-Qaïda et les frères musulmans, qui sont à l'origine, eux, de la destruction et de la terreur. Mais le Moyen-Orient, c'est aussi 48% des réserves mondiales de pétrole, la région qui constitue l'enclave entre l'Orient et l'Occident. C'est aussi 7 272 793 km², à la faune aussi diversifiée qu'atypique, et ayant accès aux trois mers Rouges, Noire et Méditerranée, ainsi qu'à l'océan Indien. Ce qui prouve à quel point on a là une des régions des plus géopolitiquement et économiquement stratégiques. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette région du monde? Pourquoi est-elle considérée comme une des plus controversées? Et surtout, qui est avec qui et qui est contre qui? Actuellement, quand on parle de Moyen-Orient, s'il y a deux pays qu'on doit obligatoirement citer, ce serait l'Arabie Saoudite et l'Iran. Deux puissances majeures qui se détestent et que tout oppose, mais qui ont tout de même un point en commun: régner en maître sur la région, et où les guerres entre eux se font de manière indirecte. On les appelle proxy wars. Mais pour comprendre comment en est-on arrivé là, il faut revenir plus tôt dans le temps, aux années 1950-1960, où étonnamment, ces deux géants demeuraient tous deux des alliés des États-Unis d'Amérique. En 1947, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS débuta, et les Américains, très rapidement, cherchèrent à se faire des alliés. C'est alors qu'en 1953, les États-Unis évincent l'ex-président Mossadegh, pas assez en accord avec leur idéologie, et placent Mohammad Reza Pahlavi, alias le Shah, à la tête de l'Iran. Et finalement, en 1970, les États-Unis font alliance avec les Perses dans le but de contrer l'expansion soviétique. De même, pour l'Arabie Saoudite, les Américains avaient fait d'eux un allié principal majeur, puisqu'avec leur pétrole, ils pouvaient faire face avec l'URSS. Mais on y reviendra un peu plus tard. Ajoutons à cela que l'Arabie Saoudite était anticommuniste, un naturel ennemi donc des Russes. C'est ainsi que l'Arabie Saoudite joua un rôle crucial dans l'inflation de l'URSS, puisque durant la guerre froide, le géant arabe vendait et exportait son pétrole à un prix très bas, ce qui finit par exaspérer les communistes qui ne pouvaient rivaliser et qui, de plus en plus, étaient en train d'accumuler les pertes, et les retombées économiques se faisaient de plus en plus lourdes. L'année 1973 fut pleine de rebondissements. La guerre entre Israël et les pays arabes reprit une deuxième fois. Mais cette fois, les Américains décidèrent d'envoyer beaucoup plus d'armes au pays de Daoud, ce qui sortit l'Arabie Saoudite de ses gonds. Et ils prirent la décision d'utiliser leur pétrole comme arme politique, ce qui eut des conséquences désastreuses sur le plan économique américain. Le pétrole avait même quadruplé de prix. Cette querelle se termina un an plus tard, avec un traité entre les deux nations. L'Arabie Saoudite promit de ne plus faire des embargos en échange d'armes et de compagnies américaines pour construire des infrastructures dans le pays du monarque. Avec l'acquisition de tels alliés, les Américains avaient réussi à empêcher l'URSS de s'expandre vers la région du Moyen-Orient. Et ils n'hésitaient pas à donner beaucoup d'armes à ces deux pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran, puisqu'ils constituaient la barrière d'entrée du Moyen-Orient. En 1979, la révolution islamique en Iran atteint son apogée et l'ayatollah Khomeini réussit à évincer le Shah pour prendre le contrôle du pays. Soudainement, un allié de taille avait retourné sa veste
et prit même en otage 52 Américains, en échange de la tête du chat. Une vraie opportunité pour les Saoudiens, puisque comme considérés comme dernier rempart, puisqu'ils protégeaient les intérêts américains du Moyen-Orient, ils reçurent de plus en plus d'armes de la part des Américains. Aussi, il faut savoir que ces deux peuples, perses et arabes, n'avaient jamais eu des relations simples. Et ça, depuis bien longtemps. Et avec cette révolution, tout prit de l'ampleur. Les Saoudiens et Iraniens devinrent des ennemis jurés pour deux raisons majeures. La première fut la crainte que la révolution s'étende jusqu'à leurs frontières. Et la deuxième, la raison religieuse, c'est que depuis la révolution iranienne et jusqu'à aujourd'hui, les deux nations se proclament comme pays chefs de tous les musulmans. Mais les Saoudiens et les Iraniens sont certes des musulmans, mais les Saoudiens sont sunnites et les Iraniens, eux, chiites. Dès 1980, les Iraniens étendèrent leur influence dans la région, en supportant plusieurs groupes rebelles, notamment des milices chiites en Afghanistan, en Irak et au Yémen, pour essayer de renverser les gouvernements de ces pays trop idéologiquement différents des Perses. Quelques mois plus tard, Saddam Hussein, président irakien, déploie ses troupes en Iran pour empêcher l'expansion de l'influence iranienne grandissant. Là, et pour la première fois, on assiste à notre cher proxy war, une guerre où l'Arabie Saoudite intervient, mais indirectement, en fournissant aux Irakiens des armes et de l'argent. Une guerre qui durera 8 ans et où l'arme nucléaire sera utilisée plus d'une fois et où on atteindra plus d'1 million de morts côté iranien et presque 300 000 morts côté irakien. Une guerre où les Iraniens finirent par capituler puisqu'ils en avaient marre. Mais cela n'était qu'une tâche dans le palmarès iranien, puisque une nouvelle opportunité avait réussi à démontrer et crédibiliser la puissance iranienne. Entre 1975 jusqu'à 1990, la guerre civile libanaise éclata, lorsqu'un groupe de Palestiniens réfugiés au Liban décidèrent de tirer sur des civils chrétiens sortant d'une église, faisant au passage 7 morts à Ain al-Rumman, et où des membres des phalanges libanaises décidèrent de se venger en tirant à coups de mitrailleuses sur un bus de Palestiniens, faisant 48 morts. Et en 1982, lorsqu'Israël envahit le Liban, beaucoup de milices libanaises, et notamment des milices chiites, soutenues par l'Iran, militairement et économiquement, combattent l'envahissant. De là émergea une de ces milices, le Hezbollah, qui réussit à chasser les Israéliens du pays. Suite à cette première victoire, les Iraniens envoyèrent d'autres milices faisant partie des forces Al-Quds, réparties un peu partout dans la région. Il faut savoir que les forces Al-Quds, c'est des groupes de personnes militaires, n'étant pas nécessairement des Iraniens, mais qui ont pour but de répandre l'influence iranienne dans leur pays. En 1998, Qasem Soleimani devint le chef des forces Al-Quds et établit une réelle influence sur plusieurs pays, tels qu'en Palestine, en Irak ou encore en Afghanistan. Alors qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. En 2003, le président américain Bush ordonne l'envahissement du pays du dictateur Saddam Hussein et les Américains parvinrent à leur fin puisque le dictateur fut tué et son gouvernement a disparu. C'est alors que le pays entre en crise, puisque politiquement assez instable dû à l'absence de gouvernement persistant suite au coup des États-Unis. Une panique qui profite au groupe Daesh, leur réussir et leur donnèrent les clés du contrôle du pays et ils commencèrent à instaurer le règne de la terreur. C'est alors que Qasem Soleimani intervint en Irak et en Syrie pour combattre les terroristes activement et devient même l'ennemi numéro 1 considéré par le groupe terroriste Daesh, ce qui, plusieurs années plus tard, lui donnera encore plus de crédit en Irak et prendra part du contrôle du pays puisqu'il instaura un nouveau gouvernement quelques années plus tard, un gouvernement pro-iranien. En 2011, le printemps arabe prend de l'ampleur considérable et la guerre froide devient bel et bien présente. En Tunisie, par exemple, Zine al-Abidine Ben Ali, président depuis 23 ans, avait le soutien de l'Arabie Saoudite alors que l'Iran supportait les manifestants. Inversement au Bahreïn, où cette fois les Iraniens supportant le leader du pays, alors que l'Arabie Saoudite, les manifestants, le printemps arabe était pour ces deux géants une opportunité pour acquérir plus d'alliés. Mais ceci n'est pas notre sujet. Si ça vous intéresse,
Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo spéciale printemps arabe. Mais quelle guerre existe-t-il encore dans la région? Premièrement, on a la guerre en Syrie, une guerre des plus sanglantes qui dure depuis 2011, où Bachar al-Assad, soutenu par l'Iran et le Hezbollah ainsi que la Russie, s'oppose au front al-Nusra et al-Jaysh al-Hur, soutenu par l'Arabie Saoudite et les USA. Al-Jaysh al-Hur et al-Nusra, ce sont bien sûr les rebelles à Bachar al-Assad, ainsi que les Kurdes. Mais les Kurdes ont changé petit à petit de camp aujourd'hui avec les récentes tensions avec la Turquie. On peut croire que c'est l'Iran qui a gagné face aux États-Unis et l'Arabie Saoudite, puisque Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. La deuxième guerre, elle, se déroule au Yémen, pays très fragmenté, ayant subi 3 guerres civiles en 25 ans. En 2014, les Houthis renversent le président Al-Hadi et son régime et l'obligent même à s'exiler dans la ville d'Aden. Rappelons que les Houthis sont soutenus majoritairement par l'Iran. Face à la menace, les Saoudiens ont été obligés d'entrer en guerre contre ces rebelles. Et jusqu'à maintenant, les Saoudiens sont en train de la perdre. Aujourd'hui, le Moyen-Orient est plus fragmenté que jamais, puisque les Russes semblent bien partants pour essayer de prendre le contrôle de la région, puisqu'ils sont devenus des alliés majeurs des Iraniens. Quant à l'Iran, ils ont réussi aujourd'hui à prendre le pouvoir en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. Alors que de l'autre côté, on a l'Arabie Saoudite et ses alliés historiques tels que les États-Unis d'Amérique et les Émirats Arabes Unis. On peut ajouter aussi à ses alliés le Bahreïn et la Jordanie. Et entre guillemets, Israël. Et j'ai bien dit entre guillemets. Et avec les États-Unis et les Russes qui envoient de plus en plus d'armes à leurs alliés respectifs, on ne voit pas comment cette guerre finira par s'apaiser.